Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 14 mars 2025, épisode 223. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France, il est 3h30 du matin. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA ajoute 2 nouvelles vulnérabilités exploitées à son catalogue. Fuite de données dans le secteur de la santé aux États-Unis, une base de données non protégée contenant plus de 86 000 enregistrements médicaux. Hommage à Mark Lane, le lanceur d'alerte d'AT&T sur l'espionnage de la NSA. Vers un 4 Hours, une alternative à l'alliance 5As. Multiples vulnérabilités critiques dans Cisco iOS XR. Super Black, un nouveau ransomware exploitant des failles Fortinet. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio Cesseur pour ne rien manquer. Je profite de cette introduction pour remercier Yasmine Douadi pour son Risque Summit 2025. C'était juste une tuerie. Un événement cybersécurité à ne rater pour rien au monde. Profitons que la CISA publie encore des vulnérabilités exploitées via le KEV. La CISA a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées, connu sous la base de preuves d'exploitation active. La CVE 2025-24201, une vulnérabilité de type écriture hors limite dans WebKit affectant plusieurs produits Apple, on en avait déjà parlé sur Radio Cesseur, c'est sorti. La CVE 2025-21590, une vulnérabilité liée à une mauvaise isolation ou compartimentation dans Juniper Junos OS. Ces vulnérabilités constituent des vecteurs d'attaque fréquents, elles sont exploitées par des acteurs malveillants et représentent un risque significatif pour toutes les entreprises américaines ainsi que les entreprises internationales où qu'elles soient situées. Bref, on ne discute pas, on patch. Le chercheur en cybersécurité Jeremiah Fowler a découvert et signalé une base de données non protégée par mot de passe contenant plus de 86 000 enregistrements appartenant à eShift, une entreprise de technologie de la santé basée dans le New Jersey. Cette plateforme mobile, active dans 29 États américains, met en relation les établissements de santé avec des professionnels du secteur, notamment des aides-soignants certifiés, des infirmiers auxiliaires diplômés ou des infirmiers diplômés d'État. Cette base de données a exposé au total des informations pour 108 gigas, n'étaient ni chiffrées ni protégées. La majorité des fichiers étaient stockés dans un dossier intitulé App et comprenaient divers documents sensibles. Images de profil des utilisateurs, fichiers CSV contenant les plannings mensuels des soignants, certificats professionnels et contrats de travail, CV et documents de candidature, une feuille de calcul avec plus de 800 000 entrées incluant des identifiants internes des soignants, des noms d'établissement, des horaires, des durées de travail. Mais le plus grave, c'est que parmi les documents exposés, certains semblaient contenir des dossiers médicaux utilisés comme justificatifs d'absence ou d'arrêt maladie. Ces fichiers incluaient des rapports médicaux, des diagnostics, des prescriptions et des traitements, pouvant relever de réglementations, ce qu'on appelle le HIPAA aux États-Unis, sur la protection des données de santé. La découverte de cette base de données a été immédiatement signalée à eShift, qui a restreint son astreint public plus de 1 mois après l'alerte. 1 mois pour retirer une base de données exposée. Alors, il n'est pas confirmé si cette base était directement gérée par l'entreprise ou par un sous-traitant, ni depuis combien de temps elle était accessible avant sa découverte. Seule une analyse forensique interne pourrait déterminer si des accès non autorisés ont eu lieu, mais l'exposition de données personnelles et professionnelles des soignants présente des risques quand même importants. Vol d'identité et fraude financière, attaque de phishing ciblée, fuite de données sensibles. Il faut savoir que les entreprises du secteur médical, ainsi que sur tout ce qui est technologie de santé, doivent renforcer leurs mesures de cybersécurité. Parmi les bonnes pratiques à adopter, le chercheur a proposé à travers son article le chiffrement des données sensibles, l'audit régulier des infrastructures, la segmentation des fichiers, l'authentification multifacteur et un plan de réponse aux incidents et procédure de notification rapide en cas de violation de données. C'est pas gagné. Je voudrais rendre hommage à Mark Lane, lanceur d'alerte d'AT&T, ayant révélé la surveillance massive de la NSA. Mark Lane, ancien technicien en télécommunications chez AT&T, est décédé. Il restera dans l'histoire comme un lanceur d'alerte majeur ayant révélé l'existence d'un programme de surveillance de masse mis en place par la NSA. Employé chez AT&T pendant 22 ans, principalement à San Francisco, Mark Lane n'avait pas prévu de bouleverser le paysage de la cybersurveillance.
Pourtant, en 2005, après la publication d'un article du New York Times révélant l'implication de la NSA dans des opérations d'espionnage aux États-Unis, il faut savoir que la NSA n'a pas le droit d'espionner aux États-Unis. Il comprend qu'il possède des preuves concrètes du fonctionnement de ce programme. Alors, fraîchement retraité, il décide d'aller agir et contacte l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, et Klein explique que la NSA a installé une salle secrète dans les locaux d'AT&T à San Francisco, connue sous le nom de la suite 641A. Il a lui-même été chargé de connecter des circuits de données Internet à des dispositifs de duplication optique, permettant ainsi à la NSA d'accéder et de copier l'intégralité du trafic transitant par ces infrastructures. Mais il faut savoir que des dispositifs similaires auraient été installés dans plusieurs villes américaines à travers des data centers. Mark Lane ne se contente pas d'un simple témoignage. Il fournit plus d'une centaine de documents techniques d'AT&T confirmant l'existence et le mode opératoire de cette surveillance massive. Il partage ses preuves avec les médias, des membres du Congrès et plusieurs sénateurs, dont Chris Dood, qui le reconnaît publiquement comme un héros américain. Grâce à son témoignage, l'EFF a engagé 2 actions en justice contre la NSA. Il se rend également à Washington DC pour plaider en faveur de la transparence et demander des comptes aux autorités. Il consigne son expérience à travers un livre, mais malgré les pressions, AT&T va renoncer finalement à le poursuivre en justice. Toutefois, bien que son action ait contribué à sensibiliser le public et à inspirer des réformes, ni le Congrès ni la justice n'ont pleinement mis fin à la surveillance de masse. Même après les révélations d'Edward Snowden en 2013, les programmes de surveillance persistent sous le cadre légal de la section 702 dont l'expiration est prévue en 2026. Le combat de Mark Lane, qui a été initié et il se poursuit, son courage et son engagement en faveur de la protection de la vie privée demeurent une source d'inspiration pour les défenseurs des libertés numériques. L'EFF et d'autres organismes continuent à plaider pour des réformes et l'abandon définitif des pratiques de surveillance de masse. Alors j'ai mis cet article parce que c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Je vous recommande vivement de regarder le film d'Edward Snowden. Vous allez voir cette personne, même sur Arte, si je rêve à retrouver le lien, c'est passé sur YouTube. Vous avez espionnage de masse et cette personne va témoigner et elle explique comment la NSA a installé l'équivalent d'un TAP pour copier toutes les données sur des fibres optiques. C'est lunaire, mais c'est réel. Vers une alliance for Hayes, les implications stratégiques d'un partenariat sino-russo-iranien. À travers son compte LinkedIn, on apprend que Jen Easterly, ancienne directrice de la CISA et experte en sécurité nationale, soulève une question clé. Le Five Eyes pourrait-il évoluer vers un Four Eyes concurrent ? Historiquement, l'alliance Five Eyes, qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est un pilier du renseignement occidental. Cependant, l'émergence d'un axe alternatif, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, pourrait redéfinir l'équilibre des forces en matière de renseignement et de cybersécurité. Jusqu'à présent, ces États ont coopéré sur des aspects militaires et technologiques. Bien que des différends culturels, politiques et linguistiques aient limité une intégration plus poussée, toutefois les dynamiques géopolitiques actuelles pourraient favoriser une structuration plus formelle de leur collaboration. Bon, faut quand même, je suis très très limité sur cette approche, parce que les Five Eyes ont été faits avec des gens anglophones, alors que des Chinois, des Russes, des Iraniens, de la Corée du Nord, c'est pas tout à fait la même langue, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir qu'ils vous ont trouvé la solution. Les exemples de coopération existantes, c'est des exercices militaires conjoints, partage d'informations sur les mouvements militaires occidentaux entre la Chine et la Russie, partenariat entre l'Iran et la Russie, notamment en Syrie et dans le domaine des drones, relations entre la Corée du Nord et la Russie, livraison d'armes, présence de troupes, et entre la Corée du Nord et l'Iran avec une coopération balistique. Il y a aussi une collaboration commerciale et militaire entre la Chine et l'Iran, ainsi que la Chine et la Corée du Nord. L'un des principaux obstacles à un partenariat renforcé entre ces nations a toujours été la barrière linguistique. Toutefois, l'intelligence artificielle pourrait réduire considérablement ces freins en facilitant le partage d'informations sensibles et la coordination opérationnelle. Apport potentiel de l'IA pour ces acteurs, traduction automatique avancée, permettant une communication fluide, outils de conversion vocale en temps réel pour des échanges directs, système d'analyse de données intégré, reconnaissance de motifs ou d'anomalies, automatisation des cyberattaques. L'éventuelle émergence d'un Four Eyes sino-russo-iranien piloté par l'IA pourrait avoir des répercussions profondes sur la sécurité mondiale. Pour maintenir leur avantage stratégique, les États-Unis et leurs alliés doivent renforcer leur capacité d'intelligence artificielle ou en contre-renseignement. De plus, ils doivent préserver et moderniser le Five Eyes pour garantir son efficacité face à ces nouvelles menaces. C'est intéressant, mais il faut savoir que l'IA fait beaucoup fantasmer. On n'est pas encore dans Skynet, on ne va pas avoir des IA qui vont décider d'attaquer. Ça peut aider pour la traduction, ça peut aider pour
faire un petit peu de reconnaissance, faire de l'obfuscation de code, mais de là à dire que c'est grâce à l'IA qu'ils vont pouvoir tous parler entre eux, se coordonner, lancer des attaques, on n'y est pas encore. Donc peut-être que dans quelques mois on pourra le voir, mais c'est pas tout à fait prêt. Le CERT-FR a publié un avis concernant plusieurs vulnérabilités affectant Cisco iOS XR identifiées dans différents bulletins de sécurité de l'éditeur. Ces vulnérabilités permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, un déni de service à distance et un contournement de la politique de sécurité. Les systèmes concernés sont iOS XR version 24.3.x antérieure à la 24.3.2, la 24.4.1, la 24.2.2 et la 7.11.21. L'éditeur indique que pour les versions 24.x, les mises à jour en 24.2.21 corrigeront les vulnérabilités de la CVE 2025-20138 et la CVE 2025-20146. On n'oublie pas que c'est quand même des élévations de privilèges. Les bulletins existent. Je vous recommande fortement de lire l'avis de sécurité du CERT-FR. Bref, vous avez compris, il faut monter, il faut patcher. Un nouvel opérateur de ransomware, Mora001, exploite 2 vulnérabilités d'authentification contournable dans les pare-feux Fortinet pour infiltrer les systèmes et déployer une souche personnalisée du ransomware appelée SuperBlack. Les vulnérabilités ciblées sont la CVE 2024 55591 et la CVE 2025 24472, qui ont été dévoilées par Fortinet respectivement en janvier et février 2025. Fortinet avait confirmé que la CVE 2024 55591 était exploitée comme une 0-day dès novembre 2024, notamment contre les pare-feux FortiGate. Cependant, la CVE 2025 24472 avait initialement été déclarée comme non exploitée et un rapport de ForceScout, publié en mars 2025, indique que pourtant que cette faille était activement exploitée depuis février 2025 par l'acteur Mora001. L'attaque suit un schéma structuré en plusieurs phases. Exploitation des failles Fortinet. Mora001 obtient des privilèges super admin via des attaques basées sur du WebSocket et des requêtes HTTPS ciblant les interfaces des pare-feux exposés. Création de comptes administrateurs. Des comptes tels que FortiCloud Tech, FortiGate, Firewall ou Administrator sont ajoutés avec des tâches automatisées pour les recréer en cas de suppression. Mouvement latéral et exfiltration. L'attaquant va utiliser des identifiants VPN volés, des Windows Management Instrumentation, ce qu'on appelle le WMIC, du SSH et les protocoles TACAX plus Radius pour cartographier et étendre son accès au réseau. Avec un chiffrement et une double extorsion, les fichiers du serveur critique, notamment les bases de données ou les contrôleurs de domaine, sont chiffrés. Suppression des traces après avoir déployé la rançon. SuperBlack utilise un wiper personnalisé, ce qu'on appelle un wipe black, pour supprimer les exécutables du ransomware et les empêcher les analyses forensiques. Alors il y a des éléments qui suggèrent que SuperBlack pourrait être lié à l'opération Logbit. Utilisation du chiffreur de Logbit 3.0, le binaire SuperBlack repose sur un code issu de Logbit 3.0 Leadcat Builder. La notice de nos rançons inclut un identifiant TOX lié aux opérateurs Logbit indiquant une affiliation potentielle. Chevauchement d'adresse IP. Plusieurs infrastructures utilisées par SuperBlack ont été associées à Logbit et à d'autres ransomware comme BrandCipher, Estate Ransomware ou SenseiQ. Et ForceScout a publié une liste détaillée d'IOC permettant d'identifier les compromissions liées à SuperBlack. Vous voyez comme quoi, quand on parlait dans certains épisodes de Radio CSort, il faut des moyens financiers. Mais si vous faites de la veille, vous allez récupérer un certain nombre d'IOC qui vous éviteront de les payer via des sources entre guillemets payantes. Donc si vous utilisez du Fortinet, vous êtes fortement encouragé à mettre à jour vos systèmes et à renforcer la surveillance de vos infras. Et voilà, cet épisode du vendredi 14 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, je suis là pour vous. Ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. En plus, on est samedi, donc il y aura la newsletter qui va sortir. Et surtout aujourd'hui, je reçois les derniers éléments de mon setup pour faire de la vidéo. Ça va être sympa. Bon, à demain.